Je m'appelle Bruno, je travaille au CEPAC. Donc c'est le centre d'éducation populaire André Genot, c'est une ASBL d'éducation permanente. En fait, pour résumer plus fortement, je suis formateur syndical à la FGTB Wallonne, puisqu'il y a des liens très forts entre la FGTB Wallonne et le CEPAC. Et j'anime par ailleurs depuis 2011 une plateforme qui s'appelle No Transat et qui a justement pour ambition de lutter contre le TTIP. Et je ne vais pas utiliser ça le terme-là tout le temps, je vais plutôt parler moi de marché transatlantique. Puisque quand on me demande de résumer le projet, je dis souvent que finalement le but du TTIP, c'est d'étendre la logique du marché unique européen en englobant les États-Unis. Alors ce ne sera pas un marché aussi abouti, etc. Mais c'est un peu ça la logique. Et moi j'aime bien parler avec des choses qui sont relativement claires. Donc les TTIP, CETA, TISA et tout ça, ça j'aime pas trop. Alors pour résumer très fortement pourquoi est-ce qu'on n'aime pas, nous qui mobilisons contre le marché transatlantique, ce projet d'accord, donc ces négociations entre l'Europe et les États-Unis, il y a des raisons sociales, écologiques et démocratiques. Je dirais que d'abord c'est le mariage entre la technocratie, autrement dit un monde politique qui n'est pas élu directement. Tous les négociateurs actuels de l'Union européenne qui négocient en notre nom cet accord avec les États-Unis, il n'y en a pas un seul qui est élu politique direct. Il n'y en a pas un seul qui s'est présenté dans un débat politique pour dire « moi qui négocie en votre nom l'agriculture, la chimie, les cosmétiques », avec les États-Unis qui proposent de changer les règles du jeu, donc les textes de loi, il n'y en a pas un seul qui a dû se présenter à un débat politique pour dire voilà dans quel sens, moi qui vous représente, vous Européens, je vais vous représenter. Et donc c'est un mariage entre la technocratie, donc des gens qui ne sont pas élus, mais qui ont un réel pouvoir politique, et le monde des multinationales, parce que, ça on le sait, c'est que ces projets d'accord de libre-échange, et c'est aussi vrai du marché unique européen que du marché transatlantique, c'est pas un projet qui est inventé au départ par la sphère politique, ce sont des multinationales et pas des petites multinationales qui se mettent ensemble dans des lobbies communs pour dire on va proposer des projets politiques à l'Europe, dont celui-là, et après malheureusement ils trouvent des relais politiques pour les défendre. Et dans les documents que j'ai mis là-bas, vous verrez qu'il y a un petit faire-part de mariage qui reprend justement un lobby qui s'appelle le Transatlantic Policy Network, qui le reprend au début de cette année-ci, donc il n'est pas actualisé, j'ai pas eu le temps de le faire, mais qui montre que certains lobbies reprennent carrément et des multinationales, et pas des petites multinationales, on trouve Nestlé, Coca-Cola, enfin vraiment des grosses boîtes, et toute une série d'élus politiques au Parlement européen ou aux États-Unis qui acceptent d'être les relais directs de ces boîtes-là dans les négociations, dans les soutiens qu'il faut leur apporter. Alors donc c'est un projet technocratique défini par les multinationales. A priori, si on en croit l'Union européenne, c'est un projet valable pour l'intérêt général et pour créer de l'emploi, puisque leur idée c'est de dire si on fait du libre-échange avec les États-Unis, vous allez voir que les exportations de l'Europe vers les États-Unis ça va augmenter et que ces exportations elles vont servir de locomotive pour tirer vers la hausse la production des entreprises, la création d'emplois, les bénéfices, la confiance des investisseurs, et donc on rentrerait dans une sorte de cercle vertueux comme ça où les exportations servant de locomotive, tout le reste suit et le reste c'est les bénéfices, c'est la confiance des investisseurs et c'est l'emploi. Ça c'est la vision officielle des choses. Cette vision officielle, si elle marchait, ça se saurait, parce que ce type d'argument-là, c'est exactement avec ce genre d'argument-là qu'on nous a précisément vendu le marché unique européen. Entre 86, au moment où on décide de créer le marché unique européen, et 93, au moment où il se crée, tout le discours et des gouvernements nationaux et de la Commission européenne, c'était de dire, regardez la petite Belgique, grâce au marché unique européen, vous allez voir que les entreprises belges vont exporter davantage et que les exportations vont servir de locomotive à la création d'emplois, à la confiance des investisseurs, etc. etc. Or, on a aujourd'hui plus de 20 ans de recul sur le marché unique européen qui existe depuis 1993. Et est-ce que ça a amené les richesses promises? La réponse est non, 3 fois non, 4 milliards de fois non. Est-ce qu'on a des explications plausibles pourquoi ça n'a pas apporté les richesses promises? Oui, on en a beaucoup. Et donc, une des explications les plus importantes à mes yeux, c'est de se souvenir que l'économie, c'est pas seulement quelque chose qui est quantitatif. C'est pas quelque chose seulement qu'on peut regarder en termes, tiens, est-ce que ça gonfle ou est-ce que ça diminue? Mais c'est quelque chose qu'on doit regarder avec des yeux qualitatifs. Et donc, je m'explique sur le qualitatif. Si je compare, par exemple, la Belgique entre le 19e siècle et le 20e siècle, au 19e siècle, on n'avait pas de droit politique. Il y avait que les très très riches qui votaient. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, on allait travailler dans les mines ou dans les filatures, parce que c'était pratique d'avoir des petits gosses qui puissent se glisser sous les machines. Et si un travailleur se faisait bouffer un bras par une machine, il était viré aussi sec et sans aucune forme d'indemnité. Ça, c'est des régimes qu'on peut qualifier de tyrannie économique. Il y en a plein à travers le monde, on n'a que l'embarras du choix. Et
dans nos pays à nous, même si le vocabulaire est un petit peu forcé, je dirais qu'au courant du XXe siècle, avec les combats sociaux qui ont été menés par des générations et des générations, on a à la fois gagné des droits politiques, donc le droit universel du droit de vote, et je vais quand même rappeler que pour vous, mesdames, il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que vous ayez le droit de vote à égalité avec les hommes. Mais tout en gagnant des droits politiques, on a envoyé dans les assemblées des élus qui nous représentaient, nous défendaient réellement, qui ont fait qu'on a gagné aussi beaucoup de droits sociaux et que justement, dans la sphère économique, l'équilibre entre les droits et les devoirs des patrons et les droits et les devoirs des travailleurs se sont peu à peu, on va dire, équilibrés justement. Et donc on est passé de régimes de tyrannie économique absolue à des régimes que moi j'appelle de démocratie économique. Après on pourrait rigoter, je ne vais pas rigoter ici, sur le terme est-ce qu'il est bien choisi, est-ce qu'il n'est pas choisi, mais ça permet de fixer des idées. Et donc bref, quand on regarde l'économie d'un point de vue exclusivement quantitatif, il n'y a pas de distinction entre la démocratie et la tyrannie économique. Quand on regarde les régimes économiques d'un point de vue qualitatif, on peut justement faire des distinctions qui sont super importantes du point de vue de la démocratie entre des régimes de tyrannie économique où il y a un déséquilibre total des droits et des devoirs et des régimes plus démocratiques. Or, et c'est bien pour moi l'un des principaux problèmes du libre-échange, c'est qu'une fois qu'on dit aux multinationales, vous pouvez faire circuler librement vos produits, vos investissements, vos marchandises et vos services sans plus aucune sorte de frein ni politique ni financier quand vous traversez les frontières, eh bien les multinationales, elles peuvent s'implanter où elles veulent, elles sont certaines de pouvoir toucher tous les consommateurs. Et comme il y a des choses qu'on n'harmonise jamais dans les espaces de libre-échange, on n'harmonise jamais le social, on n'harmonise jamais le fiscal, on n'harmonise pas très souvent l'environnement, ça reste encore discutable, notamment au niveau européen, mais tout ce qui n'est pas harmonisé et qui rentre dans les coûts de production d'une entreprise, les entreprises multinationales, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent tout en concurrence, et c'est comme ça qu'on voit des entreprises aujourd'hui quitter la Belgique pour aller s'implanter en Roumanie, en Pologne ou en Irlande, pour payer moins d'impôts, pour ne plus financer la sécurité sociale, etc., etc. Donc pour leur dire en termes qualitatifs, finalement, le libre-échange, c'est du shopping législatif pour multinationales, et ça leur permet justement de mettre en concurrence des États qui sont exigeants en termes de démocratie économique avec des États où il n'y a aucune exigence. Et donc ce type d'accord, s'il est imbuvable, c'est justement parce qu'il déséquilibre complètement les droits et les devoirs des multinationales en leur donnant beaucoup plus de droits et beaucoup moins de devoirs. Je ne vais pas être trop long sur le sujet parce qu'il me reste qu'un quart d'heure pour vous causer. Je vais encore juste rajouter que dans les droits qu'on donne en plus aux multinationales, il y a des abominations sans fin, quoi. Que ce soit les tribunaux d'arbitrage, dont vous avez certainement entendu parler, donc une espèce de justice sur mesure pour multinationales, ou quand elles sont en désaccord avec un État, elles peuvent porter plainte contre l'État devant un tribunal international qui ne se réfère pas au droit national, mais uniquement aux traités internationaux de libre-échange. Ce sont des tribunaux d'arbitrage où les États peuvent être traînés en justice par les multinationales et où l'inverse n'est jamais vrai. Jamais un État ne peut traîner en justice une multinationale. On a également tout le problème des enjeux sanitaires. Je n'en rappellerai qu'un pour le côté symbolique des choses. Si on prend les cosmétiques, donc les cosmétiques, c'est des choses qu'on met tous les jours sur notre corps, quoi. Donc en termes d'enjeux sanitaires, c'est quelque chose d'important. Eh bien, en Europe, qui est déjà une passoire sanitaire, donc qui laisse passer des trucs qui ne devraient pas passer, on a plus de 1300 molécules qui sont interdites dans les cosmétiques européens. Aux États-Unis, ils en sont à 11. Et donc quand on parle d'harmoniser les lois pour faire de la libre circulation au niveau des cosmétiques, forcément qu'il y a des enjeux sanitaires. Enfin voilà, et alors on vient de signer un accord à la COP21, accord qui a le mérite d'exister, même si la seule contrainte qui existe, c'est visiblement la contrainte psychologique, ce qui est un peu pauvre, disons-le. Mais à l'heure où on sait qu'on doit lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, encourager le libre-échange, c'est une absurdité en soi. Ce qu'il faut faire, c'est encourager là où on peut le faire des circuits courts de production. Donc, ce sera mon topo final, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps pour vous dire ça, mais les raisons pour lesquelles nous on s'oppose à ce type de projet, c'est à la fois pour des raisons sociales, écologiques et démocratiques. Et je pense que les trois arguments sont d'égale importance. Alors maintenant, on m'a demandé de vous parler à la fois des mobilisations et à la fois de leur impact. Alors, je vais devoir aller très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais les mobilisations, donc les négociations transatlantiques entre l'Europe et les États-Unis, Nicolas tout à l'heure vous parlera notamment de l'accord avec le Canada, mais ça a commencé officiellement en 2013.
Et pourtant, moi, je me soucie du sujet depuis 2009, par le plus grand des hasards sur lequel je ne vais pas revenir. Mais toujours est-il que quand je me suis rendu compte que ça, c'était dans les limbes de l'appareil technocratique européen, ben, j'ai averti mon boulot à l'époque en leur disant, il y a quand même un projet là qui a l'air un peu inquiétant. Et donc, nous, avec le boulot et toute une série d'associations, dès 2011, donc 2 ans avant les négociations, on a lancé un signal d'alerte en créant une plateforme qui s'appelle notransat.be. Je vous donnerai les papiers après. Pour dire, notamment au monde syndical, au monde des ONG, au secteur associatif, aux mutuelles, faites gaffe, il y a un accord qui vous concerne directement là-dessus. Et donc en 2011, en Belgique, on était 2 acteurs à être conscients de cet enjeu-là. Il y avait la plateforme Notransat et il y avait le CNCD qui fait un boulot de fond sur ce sujet-là impressionnant. Et puis est arrivé en 2013 les négociations proprement dites. Et là, on a vu arriver toute une série d'acteurs qui très vite se sont mobilisés sur le sujet. Je vais dire d'emblée une chose que je répète toujours, ce qui est génial quand on lutte contre le marché transatlantique, c'est que quelle que soit l'institution à laquelle on appartient, qu'on soit dans une mutuelle, dans un syndicat, qu'on soit rouge, qu'on soit vert, ce qui l'emporte toujours parmi les gens qui combattent ce projet, c'est les valeurs de lutter contre ce projet et pas nos petites appartenances institutionnelles. Mais c'est important à dire. Et c'est aussi un projet qui va réunir des syndicalistes et des agriculteurs, par exemple, des mondes qui normalement s'ignorent complètement. Donc il y a vraiment une chouette dynamique là-dedans. Mais donc dès 2013, on a vu arriver toute une série d'acteurs qui se sont dit aussi très très vite opposés au marché transatlantique. Alors il y a eu notamment la CNE qui a très vite rejoint la FGTB Wallonne. Il aura fallu attendre un peu plus longtemps pour que la CSC et la FGTB fédérale nous emboîtent le pas. Donc c'est pour dire que les dynamiques syndicales, elles sont aussi parfois lentes à se mouvoir tant chez les rouges que chez les verts. Et qu'il faut des acteurs de terrain pour bouger le haut des structures. On a vu les mutuelles, on a vu le secteur associatif, on a vu notamment Greenpeace par exemple rejoindre le combat. Et puis on a vu une alliance qui s'appelle l'Alliance des 19-20 qui a fait sa première manif en décembre 2013. Et donc, des 19-20, quand ils se sont créés, le but c'était quoi? C'était de dire, nous on ne veut ni d'austérité, ni de projet de libre-échange au niveau européen. Et alors, la première manif des 19-20, quand elle a eu lieu, c'était assez cocasse quand on y a participé de voir le compte-rendu dans la presse. Ce jour-là, le compte-rendu dans la presse, c'était des anti-européens primaires ont encore bloqué les rues de Bruxelles et nous ont encore fait chier à Bruxelles pour la circulation, etc. etc. Ça, c'était le premier relais médiatique. Et j'insiste beaucoup sur le fait que quand on a commencé ce combat, l'un des grands problèmes, c'était notamment le traitement médiatique, à savoir que la presse en parlait parfois, mais quand elle en parlait, c'était pour faire du copier-coller des communiqués de presse de la Commission européenne. Je ne prenais pas tout à la virgule, mais l'état d'esprit était le suivant. Deuxième grande manif de l'Alliance des 19-20, c'est au mois de mai 2014. Et c'est le jour où Jean-Luc Dehaene est mort, ça on s'en souvient parce que les journaux en ont parlé. C'est aussi le jour où la police de Bruxelles a arrêté plus de 250 personnes. Pas de chance pour eux, parmi les 250 personnes qu'ils ont arrêtées dans une manif qui était hyper bon enfant, c'était vraiment, on retrouvait les gens qu'on n'avait plus vus depuis 1 an, manif, on discutait, etc. Enfin, c'était vraiment le truc hyper cool. Ils ont arrêté beaucoup d'élus écolos. Donc il y avait des conseillers communaux ou différents élus écolos qui étaient présents et qui se sont fait arrêter, ce qui directement fait évidemment le buzz médiatique. Et donc ce jour-là, dans les journaux parlés, il y a eu 2 choses. Le premier grand titre, ça a été la mort de Jean-Luc Dehaene, qui, petit trait d'humour malsain de ma part, aura été réactionnaire jusqu'au bout, en nous piquant l'actualité. Bon, ça c'est un peu d'humour comme ça, hein. Excusez-moi. Mais c'était le deuxième titre, c'était de dire, ah bah oui, tiens, la police de Bruxelles a quand même fait une rafle massive parmi des manifestants qui faisaient tort à personne. Et là, pour la première fois, on a vu les médias grand public relayer les critiques que nous, on exprimait par rapport au marché transatlantique. Alors depuis lors, des 19-20 a continué à faire des mobilisations. La dernière a eu lieu il y a un mois, au mois d'octobre, donc il y a un peu plus d'1 mois d'ici. Et je dirais que l'un des premiers impacts des mobilisations, c'est justement d'avoir un peu équilibré la couverture médiatique. Alors je dis un peu parce que si on voit les experts, je déteste ce mot, qui sont invités dans les grands médias sur le marché transatlantique, il continue à y avoir un déséquilibre criant entre les pro-marché transatlantique qui sont invités beaucoup plus régulièrement et les critiques du marché transatlantique qui ne sont quasi jamais invités dans les grands médias. Cela dit, il faut aussi reconnaître qu'entre le traitement médiatique début de l'année, début de 2013 et aujourd'hui, il y a quand même eu un grand changement. C'est-à-dire que maintenant les journalistes savent qu'on a des critiques, savent qu'on a de vrais arguments et donc même quand on n'est pas invité, qu'ils ont un invité, par exemple l'officiel de la Commission européenne, ils vont quand même aller poser les questions qui dérangent à ces invités en reflétant nos points de vue.
Là où je reste un petit peu déçu des médias, c'est qu'ils vont poser la question, mais ils vont pas aller gratter très loin pour, si la réponse est complètement bateau, pour dire mais vous me faites quand même une drôle de réponse, c'est un petit peu léger ce que vous me faites, ça, ils vont pas gratter plus loin. Mais donc le premier impact des mobilisations, c'est quand même déjà d'avoir réussi à influencer la communication dans les médias. Alors on l'a pas encore assez influencé, ça c'est clair, mais c'est pour moi un des premiers impacts majeurs. Le deuxième impact majeur dans la communication, c'est d'avoir réussi à faire peur à la Commission européenne. Et là, il faut bien voir que le projet est technocratique en diable, que donc, grosso modo, la Commission européenne, au départ, quand elle communique sur le TTIP, c'est exactement comme avec l'accord le Canada, elle parle du CETA. Quand elle fait de la gouvernance économique européenne, elle vous prend des traités qui s'appellent le Two-Pack, le TSCG, le Six-Pack, enfin, tous des mots complètement imbuvables et qui, à mon sens, ont un objectif. C'est que si par hasard vous les entendez le matin à la radio, dans votre voiture ou au petit déjeuner, vous avez qu'une idée, c'est de zapper au plus vite en disant ce truc m'emmerde à mourir. Or ici sur le TTIP, la Commission européenne a fait depuis plusieurs mois maintenant un énorme travail de vulgarisation avec des documents qui sont remarquablement bien foutus. Je ne suis pas d'accord sur le fond, mais il faut reconnaître qu'en termes pédagogiques, c'est impeccable. Pourquoi est-ce que la Commission européenne a fait ça? Ben justement parce que les mouvements critiques en Belgique et dans toute l'Europe sont tellement puissants et ont tellement fait sortir Dracula du cercueil, donc ont tellement essayé d'exposer le TTIP à la lumière du jour en l'expliquant aux gens avec les mots de la vie de tous les jours, que la Commission européenne s'est dit on ne peut plus rester dans un langage abstrait et incompréhensible en espérant que les gens fuiront le sujet. Comme le sujet devient un sujet de débat dans la société civile, on est obligé de prendre ce sujet-là à bras le corps et de commencer à communiquer pour refléter notre point de vue à nous. Et donc ça pour moi c'est quand même une deuxième grande victoire des mobilisations, c'est le fait d'avoir réussi à pousser la Commission européenne à avoir peur et à commencer à faire un travail de vulgarisation sur le sujet. Le travail de débat, la Commission européenne refuse généralement de le mener. J'entends par là qu'il est extrêmement rare, moi qui fais beaucoup d'interventions sur le TTIP un peu partout en Belgique depuis 2011, il est extrêmement rare d'avoir des débats contradictoires avec la Commission européenne sur le sujet. Pas que les organisateurs qui nous invitent à faire des conférences, que ce soit moi, Nicolas, Michel ou d'autres, ne veulent pas avoir des débats contradictoires, mais c'est que quand ils veulent avoir des débats contradictoires, il est extrêmement rare que la Commission européenne y réponde favorablement. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on leur fait peur quelque part. Alors on leur fait peur jusque où? Là, oui, je sais, j'ai vu qu'il restait 5 minutes exactement. Donc je vais vous distribuer des feuilles, je vais en garder une pour moi, je vais faire plus ou moins tap-tap en milieu. Donc voilà, ça c'est une petite feuille qui résume les votes au Parlement européen. Alors je vais aller très vite en besogne, mais je vais vous dire que là vous avez la liste des groupes politiques au Parlement européen, et là vous avez leur nom sous forme de petits symboles. J'ai pris 2 votes. C'était le vote en mai 2013 quand on a demandé au Parlement européen est-ce que ce serait une bonne idée de lancer des négociations, et le vote qui vient d'avoir lieu en juillet 2015 en disant aux parlementaires européens est-ce que finalement aujourd'hui que les négociations sont lancées, on est sur une bonne direction ou pas sur une bonne direction. Alors pour résumer très fortement l'enjeu, si vous voyez que c'est bleu, ça veut dire que les gens ont plutôt soutenu le TTIP. Si vous voyez que c'est rouge, les gens se sont plutôt opposés au TTIP, donc sont plutôt dans notre logique à nous. Désolé pour les couleurs. Et quand c'est noir, ça veut dire que les gens sont abstenus. D'accord ? Si je devais résumer ce qui se passait en 2013, et je ne vais reprendre que le carcan global, donc parce qu'il y avait des amendements que j'ai repris, etc. Mais je ne vais reprendre que refuser les négociations, le vote global. Donc cette petite colonne-ci, hein, vous voyez l'avant-dernière colonne, je ne prends que celle-là parce que j'ai pas beaucoup de temps. Eh bien, vous remarquez qu'à l'époque, le Parti populaire européen répondait à l'unanimité, bien sûr, qu'il faut lancer ces négociations. Donc il ne faut pas refuser de mandat de négociation. Et que les partis belges qui en étaient membres, à savoir le CDH, le CDNV et l'équivalent germanophone, votaient dans la même direction, en disant on soutient le TTIP. Vous remarquerez que dans le groupe socialiste et démocrate, le PS s'opposait au lancement des négociations, mais le SPA était pour. Vous remarquerez, et alors qu'une grande partie du monde socialiste européen était également en faveur du lancement de ces négociations. Et quand je vous dis une grande partie, j'ai pu retrouver le pourcentage exact, mais ça se situait autour des 80%. La liste de Decker, qui à l'époque était représentée au Parlement européen, était pour. Le MR et l'Open VLD étaient pour le lancement des négociations. Et on me retrouvait à l'époque, et alors la NVA,
qui pour des raisons de quorum et de quotas à l'époque appartenait au groupe écolo, même s'ils ne votaient pas de la même façon, mais c'était des histoires de quotas européens. Maintenant la NVA a quitté le groupe écolo et se retrouve dans un autre groupe politique. Mais la NVA votait pour. Donc on avait vraiment une majorité de partis en Belgique et de groupes politiques au Parlement européen qui votaient pour ce projet d'accord. Quand on voit comment ça évolue, alors les seuls partis qui s'opposaient donc à l'époque étaient le PS, Écolo et le Vlaams Belang, donc l'extrême droite qui s'était opposé, mais qui sur les amendements parfois disaient oui, parfois s'abstenaient. Donc ils n'avaient pas un vote toujours très cohérent. Et donc ça avait donné au Parlement européen 468, 105 non et 28 abstentions. Donc il y avait une énorme majorité en faveur du projet. En juillet 2015, il viendrait y avoir des votes politiques sur le sujet. Et ça a donné quoi? Ça a donné 436 oui, 241 non et 32 abstentions. Autrement dit, il y a toujours une majorité politique aujourd'hui au Parlement européen pour voter ce projet. Et vous verrez tout à l'heure, quand on reviendra sur la procédure de comment ça va passer, c'est important parce qu'à un moment donné, le Parlement européen doit donner son accord pour qu'un tel projet passe. Mais on voit aussi que la majorité, elle a quand même fondu de façon importante. Ils ont toujours une majorité aujourd'hui, mais cette majorité n'est plus aussi importante qu'avant. Mais ça, c'est aussi le résultat des mobilisations. C'est le fait que nous, on a informé, et que toute une série de parlementaires qui ne connaissaient absolument pas le sujet se sont réveillés en découvrant le sujet, et en se disant, bah oui, entre ce que me disait la Commission européenne ou mon chef de groupe politique, et ce que j'en apprends à travers la société militante, je me rends compte qu'il y a un écart et je creuse un petit peu. Ou alors des parlementaires qui étaient peut-être plus dans un pôle un peu cynique de dire, je sais bien que ce n'est pas un projet d'intérêt général, mais je vote quand même pour. À partir du moment où ça devient un sujet politique, commence à se dire, ah, j'ai pas intérêt à continuer à soutenir ce projet de façon officielle. Et donc, si je reprends le vote qui a eu lieu en juillet 2015, et il me reste 2 minutes et demie, vous remarquerez que pour la première fois, on a eu des désistements au sein du Parti populaire européen, qui est le plus grand groupe politique, parce que le CDNV a continué à soutenir le projet politique, mais le CDH et son équivalent germanophone ont pour la première fois voté contre. Un des facteurs déclencheurs, c'est que l'élu CDH, c'est Claude Rollin, ancien de la CSC, qui était très au fait des arguments anti-TTIP, et qui a promis dès son élection qu'il tiendrait compte de ça. Je vais vous dire aussi que quand on est parlementaire européen et qu'on vote à rebours de son groupe politique quand il y a des consignes de vote, si on le fait trop souvent, on finit par payer le prix. Parce que quand vous prenez, donc si vous êtes parlementaire européen, les interventions au micro au Parlement européen, c'est décidé par le chef de groupe. Donc si vous faites alors prendre le risque une fois de dire non à votre chef de groupe, ça peut aller, mais si vous le faites de façon systématique, vous pouvez être sanctionné. Donc c'est bien important de voir aussi que là il y a des moyens de pression, parfois des groupes politiques. Mais néanmoins, le CDH et le CSP, pour une fois, se sont désolidarisés. Je prends maintenant le groupe socialiste et démocrate au Parlement européen. Il y a eu, et je me demande si je ne me suis pas planté sur le SPA, il faudrait que je vérifie, parce que si je me souviens bien, ils ont voté non, en fait, le SPA. Ils ne devraient pas être en bleu, mais en rouge. Je les ai trahis, les pauvres. Donc, le groupe socialiste et démocrate européen, le PS, a continué à voter contre, et je pense que le SPA, je vérifierai après, a aussi voté contre. Je m'excuse, j'ai mal colorié le truc, mais je suis quasi sûr de mon coup. Et vous voyez qu'il reste toujours une majorité politique au sein du groupe socialiste pour voter en faveur de cet accord, 64%, mais que la voix des opposants, elle a quand même beaucoup augmenté. La NVA, sans aucune surprise, a continué à soutenir le projet d'accord, le MR et l'Open VLD aussi. Le Vlaams Belang s'est abstenu, tandis qu'Écolo a continué à voter contre. Et que l'ensemble du groupe, à la fois de la gauche unie, Mélenchon, les Cocos et tout ça, et le groupe des Verts, eux, depuis très longtemps, sont contre. Alors cette petite fiche-là, je vous la donne pourquoi? Pour vous montrer que justement, quand on mobilise, on peut arriver à faire bouger les choses. Les lignes, elles ne bougent pas en une seconde, elles ne bougent pas très très facilement, parce que c'est lent à faire bouger. Mais néanmoins, si je devais voir ce qui se passait en 2013, les médias ne parlaient de nous que comme des activistes anti-européens chiants. 2, il y avait des majorités écrasantes dans beaucoup de groupes politiques, à part la GUE et les Verts, pour voter en faveur de ce projet. Eh bien, ça fait 2 ans qu'on milite maintenant sur le sujet. On voit que peu à peu, on arrive à la fois à faire bouger les lignes médiatiques et qu'on arrive à faire bouger les lignes politiques, tant dans les institutions de l'Union européenne, et soit Laura tout à l'heure, soit Nicolas vont peut-être revenir parfois sur la façon dont la Commission européenne parfois est obligée de mettre un petit peu de l'eau dans son vin sur certaines façades du projet, même si ça reste des réformettes très édulcorées. Mais voilà, donc le rapport de force politique, il nous permet justement à nous de faire évoluer les choses. Et donc c'est pour ça que se mobiliser, ça reste quelque chose d'important. Je vais quand même terminer en disant que dans les mobilisations,
On a quand même une pétition européenne qui, à la date d'hier, avait recueilli 3 373 208 signatures. C'est quand même énorme. Ça n'empêche pas que la Commission européenne veut continuer à faire son projet, mais c'est quand même énorme. Et pour le site No Transat dont moi je m'occupe, on est quand même pour la Belgique à 57 979 personnes. Donc c'est bien d'avoir plus de 3 millions de personnes en Europe, quasi 60 000 en Belgique qui signent des pétitions. Mais c'est pas encore suffisant. C'est bien d'avoir à un moment donné plus de 200 000 personnes qui vont manifester en Allemagne pour dire non au libre-échange, ça a été le cas au mois d'octobre 2015, mais c'est pas encore suffisant. Et donc, le travail qui nous attend à nous qui sommes conscients de ces enjeux-là et qui ont envie de travailler là-dessus, c'est de continuer à faire du bruit. Alors, continuer à faire du bruit, ça peut passer par relayer des articles, relayer des vidéos. On va débattre, à la fin du débat, je vous parlerai un petit peu des documents que j'ai ici. Ça peut passer par signer des pétitions, appeler à signer des pétitions, ça peut passer par en parler autour de soi. Moi, ce que j'aime bien dire quand on parle des mobilisations, c'est que, très honnêtement, aujourd'hui, ni la Commission européenne ni nous ne savons qui gagnera le combat politique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si finalement le CETA, l'accord avec le Canada, quand il va passer au Parlement européen, s'il arrive jusqu'à ce stade-là, s'il sera voté ou pas de façon favorable. On n'en sait strictement rien. On a une chance réelle de faire capoter les négociations. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est que qu'on gagne ou pas le combat politique, et j'espère qu'on va le gagner ce combat politique, c'est que tout le travail qu'on est en train de faire sur ce thème-là, ici aujourd'hui, mais à chaque fois qu'on parle de ce genre de choses autour de nous, c'est pas du temps perdu. Parce que même si on devait si on devait perdre le combat politique à court terme, il n'y a rien à faire. Ce genre de projet politique défini par des multinationales, pour les multinationales, avec une sphère politique qui accepte de suivre cette logique-là, ce n'est faisable que dans un monde où l'individualisme, le consumérisme et on va dire le libéralisme ont gagné et colonisé les esprits. Et donc à chaque fois qu'on fait du travail, justement de débat sur le sujet, à chaque fois j'ai fini, à chaque fois qu'on fait du débat de valeurs sur le sujet, à chaque fois qu'on essaye de remettre finalement des réflexes idéologiques de base, et par idéologie j'entends pas voter tel ou tel parti, c'est simplement se dire, quand on parle de compétitivité au point de démantibuler la sécurité sociale, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, qui n'est pas tout à fait catholique et pas du tout sympathique, eh bien voilà. Tant qu'on fera un débat de fond sur le sujet et qu'on arrivera à porter un débat de fond de plus en plus large, même si on perd les combats politiques de court terme, et j'espère qu'on ne les perdra pas, ce qui importe le plus, c'est de regagner les combats politiques de long terme. Et ça passe justement par redonner à tout un chacun des réflexes idéologiques de base pour se dire « moi j'ai des valeurs de démocratie dans mon cœur et je ne tiens pas à avoir une sphère politique élue ou non élue qui soit capable de les remettre en cause ». Voilà, je vous remercie et j'espère que je n'ai pas trop speedé.